Bonjour et bienvenue sur Attitude Alpha. Je suis très heureux de recevoir un homme qui est considéré comme l'un des meilleurs mentalismes du monde, un homme qui exerce depuis plus de 30 ans en Europe en tant que mentaliste professionnel. Il a créé et dirige aujourd'hui une formation certifiante en mentalisme ouverte à tous depuis 11 ans. Et il a écrit un livre très récemment en 2018, Révéler le mentalisme qui est en vous. Ou également un autre livre qui s'appelle Mentalisme, ces pouvoirs que nous avons tous. Je suis très heureux aujourd'hui de recevoir Pascal de Clermont. Bonjour Pascal. Bonjour Jimmy, ravi de te rencontrer et ravi d'être avec vous, les abonnés de Attitude Alpha. Tu vas bien? Pour l'instant ça va. Ça va, c'est super. Donc si tu veux bien, on va analyser ensemble tous les deux la série The Mentalist et en particulier le personnage principal. Des parties de la série. Ouais. Alors ce qui est important de dire aussi, c'est qu'il faut savoir que dans la série Le Mentaliste, certaines parties reprennent vraiment les techniques et les activités en partie donc d'un mentaliste, alors que d'autres sont extrêmement fantaisistes. Et on va essayer de démêler le vrai du faux. Dans ce qu'on va voir comme extrait, il y a des extraits qui sont effectivement réels et d'autres qui sont de la pure fiction, qui sont infaisables. Il y a donc des parties qui sont totalement infaisables et ça on verra pourquoi dans quelques minutes. Donc c'est une série que je peux que vous recommander parce qu'elle est à la fois très divertissante, ça voilà, parce que c'est du divertissement, mais vous allez apprendre pas mal de choses sur l'hypnose, le subliminal, la manipulation, sur les stratégies d'influence et sur le mentalisme de manière générale. Alors par contre, on verra justement ensemble qu'il y a parfois des choses de pseudo-mentalistes qui ne sont pas à prendre en compte dans le mentalisme. Alors on peut expliquer ce qu'est le pseudo-mentalisme. Il faut faire une grande différence entre le mentalisme, qui est le mentalisme originel, qui est un travail de développement des techniques mentales de l'être humain, et qui lui prend ses sources officiellement dans les années 1700, même si on commence à en trouver des traces dans les années 1400, avec un certain type de développement, mais ça devient plus grand public à partir de 1700. Ça, c'est le véritable mentalisme, qui consiste à développer les capacités mentales de l'être humain, que ce soit les capacités d'intuition, les capacités de communication, les capacités d'hypnose, les hypercapacités sensorielles, ce qu'on verra que c'est la spécialité de Patrick Jane. Et à côté, le pseudo-mentalisme. Le pseudo-mentalisme, c'est simplement quelque chose qui date d'il y a à peu près une trentaine d'années. C'est les magiciens, les illusionnistes donc de spectacle, qui se sont dit que voilà, flairant la bonne affaire, on va pouvoir utiliser le mot mentalisme pour faire des trucs qui n'ont strictement rien à voir avec le mentalisme réel, c'est-à-dire des tours de magie. J'ai rien contre, mais il faut pas mélanger. Donc vous allez avoir des spectacles de mentalisme officiellement, qui sont des spectacles de psycho-illusionnisme, de pseudo-mentalisme, qui utilisent des compères, qui utilisent des petites astuces, qui utilisent des petits trucages, qui utilisent de l'électronique, et qui n'ont rien à voir avec le mentalisme. Voilà, donc c'est du spectacle de divertissement. Il faut bien faire la différence entre le mentalisme originel, donc celui qu'on pratique réellement, et le mentalisme de spectacle, qui est simplement, je dirais, un divertissement, comme on va aller voir au théâtre, quelqu'un qui joue le rôle d'un Indien, on va voir quelqu'un qui joue le rôle d'un docteur, mais ce n'est pas parce qu'il joue le rôle d'un docteur dans une vidéo ou dans une série qu'il peut vous opérer à cœur ouvert. Et si vous avez besoin d'un pontage cardiaque, vous feriez mieux de faire appel à un cardiologue et non pas à Hugh Laurie, même si pour Dr House, il se débrouille très bien, c'est un acteur. Voilà, donc on fait bien la différence entre le véritable mentalisme et les spectacles de mentalisme qui sont des divertissements amusants, mais voilà, qui s'arrêtent là. Et avant de commencer justement ces analyses, beaucoup de gens m'ont demandé qu'est-ce que le mentalisme. Ils n'ont pas trouvé de définition claire sur le mentalisme sur Internet, parce que c'est souvent raconté par des pseudo-mentalistes justement. Bien sûr. Est-ce que tu pourrais nous donner une petite définition du mentalisme, s'il te plaît? Oui, alors le mentalisme, qu'est-ce que c'est? C'est extrêmement simple. Le mentalisme, c'est le travail et le développement des capacités mentales de l'être humain. Ça va donc passer par 4 axes principaux, qui sont le développement des capacités cognitives, donc la mémoire, la communication, l'hypnose, la logique, la déduction, ce que fait souvent Patrick Jane, c'est un des pans. Deuxième pan du mentalisme va être le travail des perceptions dites hypersensorielles, ce qu'on appelle l'hyperobservation. C'est-à-dire qu'en observant, en percevant ce que les autres ne perçoivent pas, on arrive à comprendre ce qu'ils ne comprennent pas. C'est une hyper-observation, donc hyper-perception. Ça va être par exemple un petit rougissement, ça va être un petit changement dans la voix, ça va être un petit mouvement de l'œil. En gros, tout ce qui semble invisible à la personne qui n'est pas habituée à observer, mais qui va en dire beaucoup sur l'intention de l'interlocuteur ou sur son mode de pensée. Ça, c'est l'hyper-perception. Ça,
Patrick Gene utilise vraiment les deux. Dans le scénario, ils ont décidé, pour diverses raisons, de zapper les deux autres parties du mentalisme, qui sont le travail de l'extra-perceptif, donc des perceptions extrasensorielles. Tout à l'heure, on avait l'hyper, maintenant on a l'extra. Extra, ça veut dire en plus. Donc c'est le travail de nos perceptions en plus. L'anticipation, l'influence mentale, tout ce qui pourrait être un peu paranormal, même si le paranormal d'aujourd'hui n'est que le normal de demain. Donc tout ce qui va être anticipation, comme je dis, influence, charisme, capacité de deviner le présent caché, projection mentale à distance, comme il s'est passé pendant la guerre froide, où il y avait des militaires qui étaient entraînés à se projeter mentalement dans des lieux secrets pour décrire les plans des Russes en l'occurrence, et les Russes faisaient pareil. C'était en quelque sorte des espions psy, des espions qui n'envoyaient pas leur corps physique, mais leur corps subtil. Ça a été un programme de la CIA pendant à peu près 50-60 ans, qui a coûté des milliards. Et il y avait deux centres là-dessus, le Stanford Research Institute et la Zone 51, qui travaillaient là-dessus. Voilà. Et donc c'était des programmes militaires, ce qui veut dire que autant on peut se dire oui, le paranormal c'est un peu bizarre, j'y crois pas. Mais à partir du moment où la CIA, officiellement, mobilise deux centres de recherche parmi les plus gros des États-Unis pendant 70 ans pour des armes de guerre froide, c'est qu'ils ont des résultats. Parce que sans résultat, l'armée, ils ne vont pas rester des années à regarder une voyante scruter un cristal, à essayer de deviner les chiffres du loto. Ils ne vont pas ni s'amuser avec un pendule. Il faut qu'il y ait des résultats efficaces. Et il y a eu des résultats fabuleux. Donc ça fait partie du mentalisme, c'est le troisième axe. Et on ne le voit pas du tout dans la série. C'est d'ailleurs volontaire. Quatrième axe, c'est encore plus loin, c'est tout ce qui est perception extradimensionnelle. C'est comprendre que l'être humain vit dans un monde de 3 dimensions, mais qu'il y a d'autres plans de conscience, d'autres plans de perception. Alors, les anciens appelaient ça les esprits. La science appelle ça les énergies rémanentes, c'est-à-dire des formes d'énergie qui existent sans qu'elles soient incorporées dans de la matière. Mais là, ça va un petit peu plus loin. C'est le quatrième pan du mentalisme. Voilà. Donc c'est tout ça le mentalisme. C'est pas faire des tours de cartes à la con en agitant un foulard. Voilà. Et certains axes n'ont pas été choisis parce que c'est une question de divertissement, c'est pour la télé. Pourquoi les deux axes de Patrick Gene sont le cognitif et l'hypersensoriel, donc l'hyperobservation? Pour des raisons assez logiques quand on y pense. Parce que le mec déjà il est beau, il est intelligent, il a la capacité de tout observer. Si en plus il devinait sans rien, t'imagines un peu le feuilleton. Générique, le mec il arrive, il dit c'est lui, générique de fin. Ça va pas durer longtemps. Donc il fallait bien qu'il lui manque des trucs à Patrick Gene. Il ne peut pas tout avoir, sinon les gens ne l'aimeraient pas. Et puis il n'y aurait pas de script, ça durerait 3 minutes. Donc on lui a enlevé ça parce qu'il faut savoir que des mentalistes ont été consultants pour les 2 premières saisons et la saison d'après. Voilà, des mentalistes qui font partie de notre groupement international. On était en contact, c'est pour ça qu'on aime bien cette série, parce qu'on s'y retrouve. Il y a plein de choses qui sont des clins d'œil de la profession à la profession entre nous et ça nous amuse beaucoup. En tant que mentaliste, quand tu as regardé cette série, tu t'y retrouvais quoi, sur certains aspects? Pas moi personnellement chaque fois, mais par exemple les 2 personnes qui ont conseillé pour les 2 premières saisons ont créé le personnage de Patrick Gene à partir de petits éléments de certains mentalistes. Certains qui ont une déesse, certains qui dorment toujours sur le canapé, d'autres qui ont toujours un gilet avec un petit gilet croisé, d'autres qui boivent tout le temps du thé. Et on sait à quoi correspond qui. Ça reste entre nous, entre mentalistes, mais ça nous amuse beaucoup. C'est un petit peu un patchwork de manie de certains mentalistes réels. Et comme on est à peu près 90 dans le monde officiellement, dont j'allais dire 60-50 en activité réelle, d'accord. On se reconnaît vite. Il faut quand même percer dans le milieu pour pouvoir se faire sa place. C'est pas une question de percer, c'est que ça demande énormément de... Comment on pourrait dire? On peut dire qu'il y a des centaines, pour ne pas dire des milliers de gens qui font de la peinture dans tous les pays, qui font des pastels, qui peignent le dimanche, qui font des huiles. Mais ça demeure un hobby. Pour passer de hobbyiste à professionnel coté et bien gagner sa vie, il y a juste un très petit nombre de gens qui vont réussir ça. Et c'est une question de chance, une question de talent, mais aussi beaucoup de chance, de communication, de mode de pensée, plein de facteurs. Donc pour faire du mentalisme, c'est quelque chose, mais être mentaliste professionnel et ne faire que ça, c'est vraiment un sacerdoce. Dans mon cas, je commençais l'hypnose à 11 ans. Je faisais des guérisons de magnétisme à 9 ans sur les tapis de judo. Donc j'étais vraiment là-dedans. Je suis tombé dedans comme Obélix dans la potion magique. C'est un peu ça. Je te remercie beaucoup d'avoir éclairci ce point-là sur le mentalisme. Alors si tu veux bien, on va passer maintenant à l'extrait. l'analyse vidéo du premier épisode. Eh bien, on y va.
Donc en gros, un meurtre vient d'être commis Mhm. et Patrick Jane cherche le coupable parmi les personnes présentes dans la pièce et il s'intéresse même à des détails inhabituels. Il va même jusqu'à sentir l'odeur de la personne. Donc tu nous diras ce que tu en penses après D'accord. l'extrait suivant. On y va. Regardons ensemble. Pri, es-tu là? Que raconte Igor? Il vous a dit qu'il a tué? Pantalon en cuir, parfum musqué, un symbole phallique en pendentif, un homme à femme. Rêvait d'être un gigolo haut de gamme, mais il n'a eu qu'un succès modéré. Consommateur occasionnel de cocaïne, jouait de la guitare, pas très bien. Il travaillait dans l'univers artistique, mais son métier ne l'est pas. Peut-être dans la publicité, mais rien qui vaille qu'on se fasse tuer. Il est donc mort pour des raisons sentimentales. On voit dans cet extrait qu'il a été un peu provoqué par le policier, donc on pourrait se dire que les conclusions sur les raisons de la mort de cette personne ne sont pas logiquement fondées parce que Patrick a agi par ego puisqu'il s'est fait un peu provoquer par le policier. Alors justement, est-ce que ces observations sont logiquement fondées et si oui, comment s'y prend-il? Alors ça c'est un extrait assez intéressant parce qu'on parlait de deux types de choses dans cette série. La partie qui correspond à des choses réelles et la partie qui correspond à des choses qui demeurent vraiment que de la télé ou du spectacle. Comme quand on voit des gens qui dans les arts martiaux font 2 tours sur eux-mêmes en mettant un grand coup de pied. Tout ça c'est du spectacle, ça n'existe pas en réalité. Et bien ça en fait partie. Tout simplement, d'ailleurs, prenons des choses très très simples. L'hyper-observation, l'observation des détails fait partie du mentalisme, ce qu'on appelle l'hyper-sensoriel. Utiliser vraiment le travail de nos sens de manière hyper, en acuité et en capacité et en distance de perception. Alors que là, très simple, on voit, prenons un exemple, il voit personne avec du cuir, t-shirt moulant, qui sent de l'eau de Cologne et qui a une bite autour du cou, il dit c'est un homme à femme. Même les Américains vont dire que c'est pas un homme à femme, c'est un homme à homme. Ce qui n'a aucun problème. Mais par rapport à la France, peut-être que dans la traduction, ça passait moins bien à l'heure de grande écoute. Donc, ils ont dit homme à femme, mais ça ne serait pas un homme à femme, ça serait plutôt un homme à homme, si on prend les schémas, je dirais, vestimentaires et les items vestimentaires. Donc là, ensuite, ce qu'il en dit, c'est, pour moi, c'est un espèce de pseudo-profilage, mais le profilage est beaucoup plus complexe. En réalité, on ne peut pas tirer autant de conclusions comme ça en juste une observation de petits détails. Je dirais, voilà. Pour moi, c'est la seule partie qui n'est pas sérieuse, je dirais, de cet extrait-là. Voilà. D'accord. Ils ont plus fait ça pour la télé pour que ça passe mieux, quoi. Oui, là, on a clairement un petit coup de l'effet, le wow factor. Waouh, il devine tout ça rien qu'en regardant et en sentant. Alors effectivement, sentir est intéressant parce que le sens olfactif va nous donner beaucoup de choses, même si on n'a pas l'habitude de l'utiliser consciemment, on l'utilise beaucoup inconsciemment. Il gère beaucoup de choses inconsciemment. Il déclenche, il empêche, il inhibe, il déclenche. L'olfactif est important. Mais dans cet extrait-là, c'est de l'hyper-profilage, mais voilà, là, pour moi, c'est du flan. D'accord, très bien. Et est-ce que le profilage, le call reading, est-ce que c'est pareil? C'est dans la même veine que le profilage? Alors, très rigolo, parce que le terme call reading, c'est une des plus grosses arnaques qu'on a pu imaginer, parce que le call reading, c'est quelque chose auquel très peu de gens comprennent quoi que ce soit. J'ai eu la chance de rencontrer amis dont 3 même sont décédés, je crois maintenant, ouais, 3 sont décédés. Parmi les plus grands call readers du monde qui formaient effectivement les voyants, qui formaient tout ça. L'idée qu'on se fait du call reading et ce qu'on voit dans les manuels de call reading, c'est du flan. Ça n'a rien à voir. Les secrets sont très bien gardés et on tient nous à ce qu'il reste. Et un call reader, c'est pas du tout quelqu'un qui va observer le petit détail. Non, ça c'est du pipeau. Les excellents call readers, je pense à un qui s'appelait Jeff, il prenait la main d'une personne, il avait des grosses lunettes avec des culs de bouteille, on aurait dit que c'était des gros tambours comme ça, tellement c'était épais. Il posait ses lunettes, il devait avoir 75 ans, il posait ses lunettes, il prenait la main de la personne et pendant 25 à 30 minutes, sans même regarder la moindre réaction, il était capable de lui sortir sa vie. C'était pas en regardant si le bout de ses lunettes était mordillé, si sa ceinture était bouclée à droite ou à gauche. Voilà. Alors d'ailleurs, tiens, petit détail, comment on pourrait deviner qu'une personne est coiffeur? Ça, par contre, ça pourrait être une réalité. C'est dans les mains. Les coiffeurs et les coiffeuses ont des cales extrêmement très particulières à cause des ciseaux. C'est-à-dire qu'il y a des cales, comment on pourrait dire, une peau plus épaisse à certaines parties, en l'occurrence ici sur le pouce, qui sont dues au frottement des ciseaux
qu'ils À ont en force permanence. Ouais, De manipuler les le ciseau. Si on prend un objet, on le frotte pendant 10 ans au même endroit sur la main, comme ça régulièrement en métal, on va développer une espèce ça s'appelle une cale, hein, une peau qui est plus épaisse. Et ça peut se remarquer effectivement. Il y a certaines activités professionnelles qui laissent des choses comme ça, dont les coiffeurs. Donc ça par contre, ça pourrait être vrai. Mais qu'on oublie le code reading. Le code reading, ça veut dire lecture à froid. Lecture à froid, ça ne veut pas dire qu'on cherche des indices. Ça ne veut pas dire qu'on regarde si le bout de sa ceinture est rongé, si sa chaussure est usée derrière, devant. Non, tout ça, c'est du pipeau. Ça existe, c'est du profiling, si on veut, mais ce n'est pas du code reading. Le code reading, c'est la lecture à froid. C'est être capable de dire à une personne tout sur elle en n'ayant aucun élément. Donc le code reading repose énormément, le vrai, repose énormément sur l'intuition et la pensée intuitive. C'est très bien qu'on en parle justement parce que sur YouTube, justement, on a beaucoup de vidéos sur le call reading et comment on peut observer ce que font les gens dans la vie, etc. Mais alors ça, c'est réel, on peut observer ce que font les gens, mais qu'on n'appelle pas ça du call reading. C'est un autre nom, voilà. C'est au niveau du terme, toi. C'est le terme qui est faux, voilà. C'est pas du call reading, voilà. C'est pas du call reading. C'est autre chose. C'est de l'observation, c'est de l'hyper-observation, c'est de la déduction, c'est de la logique, c'est très bien, c'est très intéressant, mais on peut faire des choses, on peut aller très loin. Mais ce n'est pas le vrai call reading, tout bêtement. Parfait, je te remercie d'avoir éclairci ce point-là. Il y en a des points à éclaircir en mentalisme. Ça te tenait à cœur celui-là particulièrement. Oh non, je m'en fous. Mais alors, royal. Bon, ouais, je te propose qu'on passe maintenant à l'extrait. Au second. Bonjour, nous sommes du CBI. Il est possible que l'un d'entre vous soit l'assassin. Si c'est le cas, je vais trouver le coupable. On voit dans cet extrait qui met en place un cadre verbal très clair. Si le coupable est là, il le trouvera. Quelle influence il cherche justement à avoir auprès des personnes présentes dans la pièce à ce moment-là? Alors là, cet extrait est extrêmement intéressant parce que quelque part, il va mettre aussi à nouveau les points sur les i. C'est vraiment une vidéo, on va mettre les points sur les i pour beaucoup de choses. Tous les livres que vous pouvez trouver, lisez dans votre client à livre ouvert, Tout savoir d'une personne par ses gestes, sont des livres extrêmement intéressants pour celui qui l'a écrit, mais pas pour vous. Ça ne vous apportera strictement rien. Parce que aucun geste n'a la même signification pour chaque personne. En quelque sorte, regardez des bouquins qui vont vous dire que parce qu'une personne fait comme ça, ou qu'elle fait comme ça, ou qu'elle fait comme ça, ou qu'elle fait comme ça veut dire que X, Y ou Z. C'est foutaise, ça ne rend riche que les gens qui écrivent ces livres. Tout ce genre de conneries, ça vend des stages, ça vend des livres. Ce n'est pas vrai. Ça ne marche pas et on ne va pas utiliser ça pour une enquête. Déjà, il faut savoir. En revanche, il y a quelque chose qui fonctionne réellement. Ce qui fonctionne réellement, c'est les études qui ont été faites, en l'occurrence par Paul Ekman, sur les micro-comportements immédiats et vraiment involontaires, mais dans l'immédiateté. Et c'est le premier qui a utilisé ça dans les séries. C'est Colombo qui sortait après avoir posé des questions débiles, et donc le meurtrier qu'on connaissait, bien entendu. Et là, il ressort de sa tête et il lui posait la question qui tue. Et là, il va observer sa réaction dans les 2-3 millisecondes qui précèdent la reprise de contrôle. Ça, par contre, c'est extrêmement efficace. Donc Patrick Jane ne va pas du tout chercher à regarder si une personne croise le bras, bouge un doigt, se gratte le nez. Il s'en fiche de ça parce que ça ne veut rien dire de spécial. Ça veut dire quelque chose pour chaque personne. Mais il ne le sait pas parce qu'il ne connaît pas encore ces gens. Il n'a pas eu le temps de ce qu'on appelle les calibrer, c'est-à-dire associer un geste à une émotion. Ça, il faut du temps pour ça. Par exemple, vous lisez dans des bouquins, quand on croise les bras, ça veut dire, si votre interlocuteur croise les bras, ça veut dire qu'il y a un problème, qu'il est contre. C'est faux. Moi, je vais souvent croiser les bras parce que j'ai eu l'épaule complètement démontée et à un moment, ça commence à me faire mal. Et donc, je croise les bras parce que j'ai eu mal. C'est pour être plus à l'aise, quoi. Tout à fait. Quelqu'un qui a mal dormi va avoir le dos qui tire un peu, et bien au milieu de l'entretien, alors qu'il est très intéressé, il va se mettre en arrière, il va croiser les bras. Ce n'est pas du tout un jugement comme on pourrait le lire dans plein de bouquins. Donc le problème, c'est que les gestes universels qu'on voit en synergo, dans tout ce genre de trucs, c'est bien beau, mais ça ne prend pas en compte la spécificité et l'environnement de chaque humain, ce qui fait que ça ne veut plus rien dire. Le seul intérêt de stages comme ça, c'est que ça apprend aux gens à observer, par contre. Voilà. Donc ce qu'on doit faire, c'est observer, associer une émotion à un geste, et après, on a la clé de la personne. Mais comme ça, de but en blanc, on ne peut pas. Il n'y a rien d'universel, sauf les micros et les micro-expressions et les micro-gestes qui sont quasiment immédiats. Donc là, c'est un peu exagéré parce qu'on ne peut pas surveiller 8 personnes réparties sur 180 degrés dans la microseconde. On ne peut pas.
Hein, voilà. Même en vision périphérique. Donc c'est un peu exagéré. La technique est bonne parce qu'il voit tout de suite qui est-ce que ça atteint et qui est-ce que ça n'atteint pas. D'ailleurs, il y en a deux, dont un petit, je crois qu'il est chauve, qui le regarde, on dirait un poisson sur un étal de poissonnier. On voit bien qu'il n'a aucune émotion. On voit bien que ça ne le trouble pas du tout. Ça lui passe, mais alors au-dessus. Donc il ne se sent pas du tout coupable. C'est une évidence. D'ailleurs, on va le voir, il va le regarder, il va dire après non, passez deux. Parce que vraiment, il le regarde comme ça. Voilà, on voit bien que ça ne crée aucune émotion. Alors nous, on a la chance que le réalisateur fasse des gros plans sur une personne en particulier, donc on sait qui est-ce qu'il faut repérer, et il nous le met d'ailleurs en arrière-plan régulièrement. On le voit bouger en arrière-plan, en flou. C'est ça pour donner au téléspectateur une image de qui il doit surveiller. Mais en réalité, ça se passe moins facilement que ça. Par contre, en réalité, on utiliserait beaucoup plus l'instinct. La pensée instinctive et l'instinct, c'est-à-dire cette capacité que l'humain a de tout de suite voir les choses en holistique et non pas en petites tranches, avoir une appréhension globale de tout son environnement, immédiate. Une sorte de vision périphérique. C'est une vision gigantesque. D'accord. Et ça, on l'a perdu alors que les singes l'ont gardé, parce qu'un singe, lorsqu'il a des ennemis, il doit tout de suite regarder et savoir dans l'arbre combien il y a d'autres singes, combien il y a de possibles félins. Il a gardé cette vision globale que nous, on a perdue parce qu'on ne s'en sert plus. Donc ça, on peut l'utiliser effectivement. Et en vision périphérique et vision fovéale, on va tout de suite repérer là où ça bouge et là, ça ne bouge pas. Et c'est ce qu'il fait là. Donc, technique réelle. D'accord, très bien. Validé par le mentaliste. Tout va bien, alors c'est validé, c'est nickel. Je voulais juste revenir sur un point particulier, justement sur le fait que tu dises que, et je rejoins ton point de vue là-dessus, c'est que quand on croise les bras, alors ça y est, on va dire que la personne tout de suite, elle est fermée. Elle est fermée, ou alors si elle croise les jambes, il y a pas mal de choses qui traînent là-dessus, et ça va justement donner de mauvais conseils, je pense aussi pour les recruteurs RH qui reçoivent des personnes tout le temps aussi. J'avais entendu parler de ce qu'on appelle la baseline. Est-ce que tu confirmes ça? C'est le fait qu'on va étudier le comportement de base d'une personne. Tout à fait. Et ensuite, on va regarder comment elle agit dans son comportement de base. Et en fonction du stress, comment elle va agir après. Est-ce qu'il va être différent? Alors, il y a deux choses. Il y a effectivement ce que l'on appelle le comportement basique. Ce comportement basique, c'est qu'on va voir un individu non stressé. C'est ce que va utiliser un détecteur de mensonges, par exemple. Et après, on va voir les modifications. Alors, est-ce qu'on peut les observer à l'œil? Un détecteur de mensonges, un polygraphe va regarder le changement de la peau, la couleur, la conductivité, la sudation, voilà. Mais non, on l'observe aussi. Avec l'odorat, par exemple, on peut ressentir l'acidification de la peau qui vient de l'adrénaline, qui vient des surrénales, et qui va acidifier la peau. C'est ce que les chiens sentent quand ils disent que l'homme a peur. C'est ce qu'ils sentent. Voilà. Donc cette ligne, quelque part, le comportement à vide de la personne, à vide en deux mots, et après, quelles sont les modifications? Parce que qui dit modification de comportement dit modification d'état interne, donc d'émotion. Et après, il y a aussi un autre pan, c'est que toute émotion correspond à un comportement subliminal de l'individu, un micro-comportement. Donc pour quelqu'un, l'intérêt va être comme ça, par exemple. Et pour d'autres, l'intérêt va être Alors pour d'autres, ça voudrait dire le doute. Donc on doit d'abord apprendre à calibrer la personne. Calibrer, c'est-à-dire mettre une émotion, un geste. Et c'est pour ça qu'un commercial, quand il vient en rendez-vous, il va proposer à son client de prendre un verre, ou il va lui demander comment il a passé ses vacances, comment a été l'ancien commercial avec qui il n'était pas d'accord. Il va regarder comment la personne se met quand il lui parle de ses vacances, de ses gamins, de sa femme, de l'ancien commercial, des ennuis qu'il a eu avec le personnel. Il va repérer, chaque fois, il va se faire une petite carte. Il sait que quand il est comme ça, c'est bon signe, quand il est comme ça, c'est mauvais signe, quand il est comme ça, c'est qu'il se souvient. Et après, dans son entretien, alors il va pouvoir utiliser ça comme des clés valides, mais ces clés ne seront valides que pour cet individu. Et c'est pour ça que faire des stages dans ce style est très intéressant, parce que ça vous permet d'apprendre à observer, mais oubliez toutes les grilles débiles qu'on essaye de vous faire apprendre, qui elles ne servent à rien. Toutes ces grilles qui disent ça veut dire, ça veut dire, ça veut dire. Et oubliez ça, gardez que la capacité d'observation. Vous aurez fait des économies comme ça. Oui, je trouve ça déjà fou que des gens puissent faire des formations là-dessus alors que c'est que des... Ah mais c'est pas des formations, c'est des bouquins comme ça, et c'est des séminaires sur 5 ans. En plus. Ah oui, alors qu'au final, on vous dit à la fin,
Oui, mais il faut prendre en compte l'environnement qui change tout. Ben oui, le mec, il a mal dormi, il a mal au dos, eh bien, il sera beaucoup plus raide. Et il se tiendra droit, il se mettra comme ça, ou il sera vachement raide comme ça. Parce qu'il a juste mal au dos. Parce qu'il s'est fait mal en footing au genou, il croise sa jambe, parce qu'il a la hanche qui lui fait un peu mal, parce que, il s'est blessé au sport, au squash, parce qu'il n'a pas marché pendant 3 jours, il piétine, il a les jambes, voilà, il a besoin d'action, il sait qu'il a son footing tout à l'heure, ça fait 3 jours qu'il s'en prive. Ça ne veut pas dire qu'il est dans un état particulier, ça veut dire juste que contextuellement, il y a quelque chose qui se passe. Mais c'est extrêmement difficile pour les gens qui n'ont pas 10 ans ou 20 ans de pratique dans le domaine d'avoir le recul pour. Donc apprenez à observer, et observer, ça veut dire faire une équivalence, un état interne, une émotion, un geste, un micro-mouvement, un changement de comportement, un mouvement dans l'œil, dans la voix. Et puis là, vous avez tout. Ça demandera plus de travail forcément que les conseils banals qu'ils vont donner. Ça demandera un travail différent, c'est-à-dire qu'au lieu d'apprendre par cœur des trucs qui servent à rien, eh ben on va apprendre à observer, à apprendre à utiliser le plus grand des atouts que vous pouvez avoir, qui est l'instinct, la capacité extrasensorielle. Parce que l'hyper-observation, c'est bien beau, mais ce n'est qu'une béquille avant d'avoir l'intuition. Et quand on a une intuition sûre, l'hyper-observation ne sert plus à rien. Donc vous l'avez bien compris, ne mettez pas votre argent dans des formations bidons, ça ne sert à rien. Exactement, il faut le dire. Voilà, il faut le dire les choses. Comme ça, c'est dit. On va se faire des copains encore, je sens. Là, Première vidéo, j'arrive, déjà c'est le bordel. Démonétiser tout ça, quoi, tout va aller bien. D'ailleurs, pour la petite anecdote, oui, c'est hyper marrant, en formation de mentalisme. On fait plusieurs jours où on apprend à détecter les mensonges. On apprend à détecter les micro-comportements. Eh bien, tous ceux qui ont fait des formations là-dedans, ils se plantent lamentablement tout l'après-midi, et ceux qui n'ont jamais rien fait, qui y vont avec leur intuition, leur bonne logique, ils réussissent alors que les autres se font des trucs cérébraux. Là, il a croisé le bras, le pied est inversé sur l'axe du corps, ça doit sûrement vouloir dire qu'ils nous mentaient. Ils sont complètement à côté. Et c'est presque hilarant et très frustrant pour eux de voir des gens. On voit des gens qui ont fait 3-4 ans d'études comme ça. Et ils voient qu'ils sont incapables de détecter un simple mensonge d'une personne qui se met devant eux pendant 5 minutes et qui leur déblatère une histoire. Alors qu'à côté, leurs copains, qui eux arrivent comme ça, tout frais, et qui vont utiliser leur bon sens, leur intuition, leur ressenti, eh bien ils sont juste 3 fois ou 4 fois sur 10, alors qu'eux, ils sont faux avec une régularité extraordinaire. D'ailleurs, il faut dire qu'on peut les féliciter pour ces études parce qu'ils apprennent avec ce genre de stage à être faux 100% du temps. Et ça, quelque part, être mauvais chaque fois, c'est un vrai travail. C'est pas mal du tout, quoi. Là, il faut le faire. Bon, bah, sur ce point-là, on va vite passer à l'extrait suivant. Comme ça, c'est réglé. Voilà. Allez, un cas réglé, voilà. Allez, vous avez fait des économies. Ces deux-là sont innocents, qu'ils s'en aillent. Oui, alors cet extrait, il est simple, j'allais dire, ces deux-là sont innocents. Bon, alors ça, c'est une évidence qu'ils sont innocents. Ils regardent, je vous dis, un poisson mort sur un étal de poissonnier aurait un regard plus vif. Donc, effectivement, il est évident que ce qu'il a dit, le fait qu'on trouve un coupable, ça leur passe tout de suite. Ils s'en foutent. Ils se foutent qu'il est mort. Ils se foutent qu'on trouve le coupable, parce que c'est pas eux. Donc, alors, pourquoi cet extrait est intéressant? C'est parce qu'il va resserrer les taux. Et donc, ça peut augmenter le stress d'une personne qui, à côté, sait que c'est lui ou que c'est elle. Donc, en disant « ce n'est pas eux », déjà, l'autre se dit « ah merde, il sait que c'est pas eux, donc est-ce qu'il sait que c'est moi ?» Et donc, il va observer, parce qu'il n'a pas besoin de les observer, les deux. Ça fait longtemps qu'il a vu par leur position que… Oui, c'est juste pour resserrer, puis oui, créer un peu plus de stress. Créer un stress, voilà. Montrer qu'il est efficace. D'accord, très bien. Et montrer qu'il est efficace auprès principalement de celui qui est meurtrier. Parce qu'on verra que ceux qui ne sont pas les meurtriers ne savent pas s'il est juste ou faux en renvoyant ces deux. Donc ils vont, comme la femme plus tard, réagir plus vertement. Alors que l'autre, au contraire, il se met dans ses petits souliers, il commence à prendre du recul un maximum. Voyez, donc on voit les changements d'état interne. Parce que ce qui va compter, c'est ce que tu as dit, à partir du comportement de base, voir les modifications. D'accord, très bien. Bon, bah, je te propose qu'on passe… Oui, parce que celui-là, on peut passer vite, tout à fait. Ouais. Neil, quelle est la pire bêtise que vous ayez commise? Vite. Mon premier mariage. Bonne réponse. Pourquoi êtes-vous nerveux? Je le suis pas, je suis juste…
contrairement aux deux autres personnes dans l'extrait précédent, on voit qu'il est un peu plus nerveux et il lui pose une question qui n'a rien à voir avec la situation réelle et il lui demande de répondre rapidement. Qu'est-ce qu'il cherche à faire avec les schémas de pensée de cette personne-là? Là, il cherche deux choses. Comme il fait partie des potentiels meurtriers, il va créer deux choses. Il va d'abord calibrer un état normal et il va aussi plutôt s'intéresser au relâchement qu'il va avoir après la question. Donc la question, il s'en fout. Ce qu'il va faire, c'est partir très vite pour regarder du coin de l'œil comment il réagit et quel est son soulagement. Un petit peu comme dans Colombo, quand Colombo ferme la porte du bureau du meurtrier en partant et que l'autre, il commence à baisser la garde. Donc là, il l'amène à baisser la garde. D'accord, pour mieux la voir après, quoi. Pour regarder dans le coin de l'œil en vision périphérique ce qui se passe. D'accord, très bien. Bon, je te propose qu'on repasse à l'extrait suivant. Vous, votre prénom? Candice. Candice. J'adore ce prénom. Oh. Tenez. Merci. Tout va bien, je suis consultant. Là, on voit que Patrick lui donne une mangue pour lui prendre son sac à main. Est-ce que c'est une technique qui est utilisée en hypnose En hypnose, pas vraiment. Non. Par contre, on va amener le cerveau à être occupé sur quelque chose parce qu'il va falloir qu'il rentre dans en proxémique, on parle une zone intime, D'accord. sans qu'il y ait réaction. Et si j'occupe l'attention de ce côté-là, je peux rentrer dans la zone, alors que si je rentre directement dans la zone intime de la personne, elle risque d'avoir une réaction, un rejet, un recul. Donc en tendant, en occupant l'attention, c'est un petit peu ce que font les pickpockets. Hein, ils vont travailler sur la main comme ça pendant qu'ils vont choisir ici, ou ils vont tenir la main comme ça pendant qu'ils prennent dans la poche. C'est un peu ça l'idée. Donc il fait pareil, comme un pickpocket. Il va tactilement stimuler, je ne sais plus comment ça s'appelle, Candice, je crois, et de manière à lui permettre, à lui, Patrick, de rentrer dans sa zone d'intimité, de proximité, et simultanément, il l'occupe, du coup, il récupère le sac et c'est trop tard. Pourquoi est-ce qu'elle était potentiellement étudiée, elle? Parce qu'elle a un personnage quand même très typé, et donc à jouer les nunuches comme ça, est-ce qu'elle les joue ou est-ce qu'elle les... Il fallait quand même assez vite voir ça. Est-ce que c'est un masque Tout à fait, se donne, voilà. Donc, par rapport à ça, on a bien vu dans ses réactions que non. La manière dont elle récupère son sac et tout ça. Puis il a dû regarder dans le sac qu'il n'y ait pas de choses incohérentes avec la nunuche. Par exemple, des bouquins de philosophie ou des choses comme ça. Vous voyez, quelque chose qui aurait montré qu'elle était moins superficielle qu'elle en avait l'air. Donc en gros, c'est vraiment qu'il n'y ait pas de mécanisme de défense, pas de mécanisme de blocage par rapport à... La mangue, oui, tout à fait. Oui, voilà, c'est ça. C'est mobiliser l'attention sur un point pour travailler dans un autre point. Donc plus de mouvement, plus de contact, plus de couleurs. Et donc après, je peux passer comme ça. Je vous dis, un pickpocket fait pareil. Il va vous tenir la main comme ça pendant qu'il fait la poche. Voilà. Et quand il change la main comme ça pour dire il n'y a rien dans votre veste, eh ben, il prend la montre. D'accord. Voilà. Donc en gros, je prends la main ici, je fais ce geste-là en prenant la poche. Ne vole pas de l'argent. On dit il n'y a rien là on dit il y a rien dans la veste là au moins, hein, et on prend la montre ici. Ouais. Voilà. Oui. D'accord, je vois. C'est bon, tout est là. Tout est là. Okay. Bon, je vous propose de passer à l'extrait. Donc diversion d'attention, voilà. Et rentrer dans le champ intime, dans les trois zones, intime, sociale, professionnelle, voilà, toutes ces zones-là. Les gens avec qui on a un contact très proche, les gens avec qui on a un contact plus personnel, les gens avec qui on a un contact plus professionnel. C'est ce qui se passe dans l'ascenseur, on est mal à l'aise parce que d'un seul coup on a des gens qu'on ne connaît pas, qui rentrent dans notre bulle de proxémique, notre bulle intime. Et on est plus habitué à ça en ville, mais dans les campagnes ou dans les petites villes où les gens ont beaucoup d'espace, eh ben, ils vont tendance à ne pas aimer quand on s'approche trop d'eux. Alors qu'en ville où on est habitué à être serré dans des métros, eh ben, la réaction n'est pas la même. D'accord. C'est parfait. Oui, c'est ça, c'est la zone intime. Après, est-ce qu'il y a vraiment une distance en centimètres qui a été calculée Non, ça c'est approximatif. C'est chaque personne. C'est chaque personne. On doit le tester. Quand on parle à quelqu'un et qu'on parle par exemple un peu plus doucement, est-ce que la personne va se rapprocher jusqu'où? Ou quand je rentre près de quelqu'un et qu'elle se recule, c'est que je suis rentré trop dans sa bulle. D'accord. Voilà. Ou si je parle doucement et je me recule, est-ce qu'elle se rapproche? Donc je me suis trop éloigné de la bulle dans laquelle j'étais avec elle. D'accord. On peut jouer pendant des heures avec ça.
Oui, c'est un peu aussi en séduction aussi. Bien pareil. sûr, c'est très signifiant en séduction. Jusqu'où la personne nous laisse rentrer dans sa bulle. Et jusqu'où elle a besoin de rentrer dans la nôtre. Bon, bah, parfait sur ce point-là. Passons maintenant Monsieur Jimmy est un grand séducteur, oui, bien il sûr. paraît, il paraît. Et bien sûr, je ne dirai rien là-dessus, je ferai aucun commentaire. Non, non, les journaux en parlent assez. Ah, nickel, alors. Je laisse parler les journaux alors. Bon, je vous propose de passer à l'extrait suivant. Excusez-moi, je suppose que c'est une plaisanterie. Une plaisanterie? Un homme a été tué, madame. Vous trouvez ça drôle? Vous trouvez ça amusant? Non. Alors assise. On voit dans cet extrait que Patrick Gênes utilise des méthodes qui ne sont pas conventionnelles et ça dérange un peu cette femme-là. Donc comment il fait pour garder le cadre de la situation avec une femme qui est autoritaire et qui la gêne dans son travail au final? Oh ben, il la recadre, tout simplement. Il fait ce qu'on appelle un recadrage. Un recadrage, c'est quoi? C'est qu'un acte a un sens, et là, il va donner à cet acte un autre sens. Par exemple, vous attendez une copine ou un copain pour 15 heures, il arrive, il est 15h20, il n'a pas appelé, et vous commencez à l'engueuler, ouais, il y en a marre, c'est tout le temps la même chose, tu es tout le temps en retard, etc., etc., tu aurais pu prévenir, etc. La personne, dans votre cadre, elle est en tort. Et lui de vous dire, ah non mais il m'est arrivé un truc incroyable, j'étais parti à l'heure pour une fois, je devais conduire en même temps ma grand-mère, on a pilé sur le stop, elle s'est pris le tableau de bord, il y avait du sang partout dans la voiture, il a vraiment fallu que je l'amène au médecin, et là je l'ai laissé d'ailleurs pour être avec toi au rendez-vous. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai recadré, c'est-à-dire que j'ai donné à mon comportement, arrivé en retard, un autre sens. Un sens que mon collègue qui est en train de m'engueuler ne sait pas. Donc je donne un nouveau sens, je recadre, je mets un nouveau cadre dans lequel j'ai le beau rôle. Qui va dans ton sens. Ben oui, Ouais. sinon ça ne sert à rien. Sinon ça sert à rien. Voilà, sinon ça ne sert à rien, mais on peut recadrer aussi pour quelqu'un qui croit que tout va mal et on lui montre que des choses vont bien dans sa situation. Oui, je crois que je vais être licencié. C'est catastrophique. Non, c'est pas catastrophique. Écoute, ça fait quand même 1 an que tu me dis que tu veux changer de boulot. Ça fait 6 mois que tu as démarré cette activité de vente par correspondance et ça marche bien. Tu disais que tu avais besoin de temps. Vois plutôt ça comme une opportunité. C'est un recadrage là, de coaching. C'est un recadrage thérapeutique dans ce cas-là. Tu vois, le recadrage, c'est donner un nouveau sens, imposer un nouveau sens. Et là, il recadre. Elle prend la supériorité au départ en disant c'est quoi ces méthodes que je ne connais pas, qui ne sont pas normales, vous savez qui je suis. Et là, il lui montre, vous n'êtes rien par rapport à un mort. Et puis après, il enchaîne avec dans les petites villes voilà, et dans les grandes villes. Donc il recadre. C'est pas qu'il la recadre, c'est qu'il recadre la situation. Parce que recadrer quelqu'un, ça serait lui dire c'est moi qui décide, ta gueule, assis-toi. Oui. Là, c'est recadrer la personne. On le fait quand on a une hiérarchie, par exemple. Ce n'est pas une bonne manière de commander, mais ça peut arriver pour des gens qui ne veulent rien entendre. Ou des parents qui disent c'est comme ça, puis c'est tout. Après avoir essayé 1001 fois la communication non violente qui sert de temps en temps. Bon, il cadre, tac. Bon, à un moment c'est ça. Tu fais ça ou c'est punition. Comme ça, c'est réglé. Justement, tu peux nous en dire un peu plus sur la communication non violente? Plus tard, on viendra après. On y viendra après. C'est là encore à se faire des amis encore là-dessus. Donc, il recadre la situation. Il lui donne un nouveau sens à cette situation. Voilà. Et donc, ça recadre la personne elle-même. Donc, la communication non violente, c'est quelque chose de très intéressant. Je plaisantais tout à l'heure là-dessus. C'est des techniques de communication effectivement extrêmement intéressantes, mais elles ont leurs limites. Et à un moment, il faut les trouver. Et d'ailleurs, très drôle de voir que 98% des parents qui utilisent cette communication-là, au bout d'une demi-heure de refus, ils finissent par lui dire « Bon, écoute, c'est ou tu fais ça, ou tu n'as pas ta tablette pendant une semaine, ou tu n'as plus Internet toute la journée. » Et là, ça marche, magiquement. Donc, la communication non violente, c'est une bonne approche, mais ça ne doit pas être la seule approche, j'allais dire. Il faut mettre les deux, surtout avec les enfants, ou en négociation. À un moment, on a beau être en communication non violente, quand l'autre commence à vouloir aligner 3-4 crochets du droit ou du gauche, ou un coup de pied, là, c'est plus la communication non violente qu'il faut, c'est l'action. Donc, c'est un excellent outil, mais ce n'est pas l'outil universel. Et c'est très important parce que beaucoup de gens qui sont dans ce type de communication-là se disent qu'ils vont y rester jusqu'au bout, alors que là, c'est une erreur. L'outil est bien, mais à un moment, il n'est plus adapté. Ou alors, il n'est pas encore adapté. Voilà. Par exemple, pour la communication non violente, pour un enfant en crise de nerfs, ça ne sert à rien. Ce n'est pas encore adapté. Ou alors, quand vraiment il fait sa tête et qu'il veut pousser jusqu'où il peut aller trop loin pour trouver les limites, elle n'est plus adaptée non plus. Donc c'est un outil, mais comme tous les outils,
c'est quelque chose qui doit être adapté. C'est pour ça que je plaisantais avec. Bon, passons à l'extrait suivant maintenant. Reed, question rapide. Le justicier d'émeraude contre Thor, qui gagne? Thor, Oh oui. Pourquoi avoir tué Rasmussen? je l'ai pas tué. D'accord. On voit dans cet extrait que Patrick recommence à poser une question qui n'a rien à voir avec la situation réelle, qui lui demande de répondre rapidement. Donc qu'est-ce qu'il cherche à faire? Est-ce que cette personne semble coupable finalement? Alors, première chose, quelle est la couleur de ta feuille? Blanche. Le mur. Blanc. Ta chemise. Blanc. Que boivent les vaches? Du lait. Blanc. Voilà. Les vaches boivent de l'eau. D'accord. Tu vois? Elles ne boivent pas du lait. Donc, voilà, c'est exactement ce qu'il fait. C'est exactement ce qu'il fait. Voilà, tout bête. Il a tenu l'attention sur un truc, Thor, il oblige à réfléchir, à chercher, à être dans la création, et d'un seul coup, pam, il lui met une question. Et l'autre, il répond immédiatement, parce que c'est vrai, il n'a pas besoin de chercher à construire ou à avoir une émotion. D'accord. D'accord? C'est la même chose que les vaches qui boivent de l'eau. Tu m'as bien eu. Celle-là, elle est classique, mais elle est toujours bonne à l'eau. Bon, ouais. Je la retiens. Hein. Ouais. Ça va faire, on sait jamais. En général, 3 ou 4, ça suffit. 3 ou 4? Ouais, 3 ou 4 couleurs. Ok. Bon, Mais, et là, on est vraiment dans le principe de base. Il travaille beaucoup avec ce même principe. Et là, il va voir quelqu'un un peu gras, d'un certain âge, avachi dans son fauteuil. Il se dit c'est un gamer. Parce que sinon, il ne serait pas dans cet état. D'accord. Voilà. Donc, l'autre lui répond avec voilà, ça ne l'émeut pas. Voilà, il s'en fout, quoi. Donc, il n'y a pas de raison. Donc, du coup, il a commencé à couper en deux la femme et celui qu'il a laissé pour compte tout à l'heure. Voilà. Qui est à la fois inquiet et à la fois se dit mais qu'est-ce que c'est que ce type qui a ces méthodes un peu de bizarres. On est dans une sorte de Colombo sans l'imperméable avec un costume 3 pièces. D'accord. Voilà. C'est un Colombo version moderne. Oui, bien. Ah ouais, quelque part, oui. Bon, passons à l'extrait suivant. À vous, madame la radeuse invétérée, qui êtes-vous? Je m'appelle Mandy Schultz. Et je tiens à vous faire J'ai savoir... compris, votre mari est un homme extrêmement influent. Je dirais à mon mari d'en référer à vos supérieurs. Mandy, les coupes fins vous font perdre la tête. On est à Sacramento, la grande ville. Votre mari n'est rien ici. On voit dans cet extrait qu'elle revient un peu à la charge, qu'elle montre qu'elle est une femme autoritaire. Est-ce qu'on peut la considérer comme un potentiel suspect? Oui, au-delà de ça, il ne reste que 2 suspects. Si on regarde, il a éliminé la bimbo, il a éliminé les deux poissons morts là du début. Il reste que le grand, l'avachi dans son fauteuil, le gamer, lui aussi il est éliminé, il n'en reste que 2, la chieuse et celui qui s'est mis en retrait, histoire qu'on ne le voit pas, histoire qu'on l'oublie. Donc c'est pas difficile, soit c'est lui, et c'est une grosse possibilité, c'est ce que le réalisateur nous a montré, je dis réal parce qu'on dit réal en général sur le plateau, on dit le réal. C'est ce qui nous a montré le réalisateur. Il nous a fait des gros plans, il nous a fait faire ses mimiques, etc. Ou alors c'est elle. Voilà. Ou alors c'est elle pour une histoire de sombre vengeance ou de choses comme ça. Donc il a 2 solutions. Soit il va travailler avec elle, soit il va travailler avec le grand. Bon, il l'a sous la main. Après tout, elle peut faire un sujet extrêmement réactif et ça l'intéresse que le sujet réagisse bien et de manière visible. C'est pour ça que le meilleur choix, c'est elle, tout en surveillant l'autre. Parce que là, il va se passer 2 choses potentielles. Il va lui prendre les mains en travaillant une variante du mouvement de Clermont. On verra tout à l'heure ce que c'est. Et il y a 2 solutions finalement. Ou alors, elle va se bloquer, elle va aller complètement contre. Et là, il va se dire qu'elle cache quelque chose. Soit elle va pas manifester de mouvements particuliers, juste quelque chose de désordonné. Et dans ce cas-là, il va regarder en vision périphérique la deuxième personne. Ce qui fait qu'il peut avoir en kinesthésique, donc dans les ressentis, elle, et tout de suite voir si elle est cohérente ou si ça va n'importe comment, ce qui est le cas. Ou alors, si c'est l'autre. Et c'est les 2 seuls à surveiller. Et puis c'est d'autant plus facile qu'il a lu le script avant. Je te propose justement qu'on passe directement à l'extrait, comme ça les gens vont mieux comprendre ce que nous sommes en train de dire. Mandy va nous conduire à l'arme du crime. Quoi? Vos mains, j'ai besoin de contact physique pour atteindre votre esprit. Vous êtes cinglé. Prouvez-le. Si je me trompe, si je ne retrouve pas l'arme du crime, j'aurai l'air d'un idiot. Ça, c'est certain.
C'est exactement le genre de réaction que nous aurions tous dans une telle situation. Nous ferions tout pour ne pas être perçus comme un potentiel suspect. C'est pour ça qu'elle veut bien jouer à ce petit jeu avec Patrick Jane. Elle ne le prend pas au sérieux depuis le début et tout ce qu'elle souhaite, c'est qu'il se plante lamentablement. Nous allons voir que Patrick Jane dirige toute son attention sur cette femme pour que les autres, et en particulier une autre personne, ne se sentent pas observés. Voilà. L'arme du crime. C'est vrai, elle n'a rien à voir avec ce meurtre. Quoi? Je me suis servi d'elle pour inciter le vrai coupable à m'indiquer les signaux directionnels. Vous voulez savoir qui c'est? S'il vous plaît. Neil. Hey, waouh! On voit qu'il concentre toute son attention sur cette femme, il crée une sorte de prétexte pour observer une autre personne qui est dans la pièce. Est-ce que c'est une technique qui est utilisée en mentalisme? Est-ce qu'elle a un nom en particulier? Non, 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 mon bon Jimmy. Il ne se concentre pas que sur elle, il ne se concentre pas que sur lui, il se concentre sur les deux. Parce qu'à ce moment-là, il y a deux potentiels meurtriers. Elle ou lui. Donc, il ne fait pas semblant de travailler sur elle, il travaille réellement. Mais en même temps, il va aussi osciller son attention de l'un à l'autre pour voir quelles sont les réactions. Parce que tant qu'il ne l'a pas prise en main, il ne peut pas savoir comment elle réagit. Donc, il ne peut pas être fixé sur est-ce elle ou est-ce lui. Est-ce qu'il a un doute au final? Au final, il ne peut pas savoir encore. Il ne peut pas savoir. Donc, effectivement, ce mouvement de prise de deux mains est assez intéressant. Pourquoi? Parce qu'il existe traditionnellement en mentalisme depuis les années à peu près 1870 un ensemble de techniques qui consistent à trouver et se relier à la pensée d'un individu en le tenant par le poignet, comme ça. Voilà. Pour la petite histoire, je me suis amusé à retrouver une épingle cachée dans tout Montréal et sa banlieue, ça faisait 400 km par 400 km, sur une carte, et après dans la rue, c'est-à-dire que la presse est allée planquer une épingle, c'est un défi. C'est un défi que t'as donné la presse. C'est moi qui suis rentré dans un défi stupide. C'est-à-dire que j'avais fait une tournée au Québec, et le journaliste Robert, qui est très sympa, il me dit, la prochaine fois, il faut que nous fassions vraiment quelque chose d'encore plus fort. Alors, déjà, il m'avait fait 2 doubles pages. C'est énorme, c'est des pages comme ça. Voilà. Il me dit, tiens, j'ai encore paumé mes clés. Je lui dis, ben, tu vois, avec le mentalisme, tu aurais pu les retrouver. Et là, je me suis rendu compte que, purée, j'avais dit une connerie. Parce qu'il m'a pris au mot. Il m'a dit, ben voilà ce qu'on va faire la prochaine fois. Et alors moi, bien sûr, et puis une épingle aussi t'en cogné. Il m'a dit, pareil tenue. Et donc l'année d'après, un truc tout petit. et l'année d'après, quand je suis revenu, il m'a dit, je t'attends. Et donc il avait annoncé un mois avant. Alors mon producteur était trop content. On faisait de la pub avant, même un mois avant ma tournée au Québec. Voilà. Donc, et ils sont allés le matin même, en prenant différentes voitures. Enfin, on se serait cru dans un film d'espionnage. Il m'a raconté après, planquer une épingle quelque part en banlieue de Montréal. Et donc, ils sont arrivés vers 14 h et moi je devais simplement sonder mentalement le journaliste et ses 2 témoins qui étaient sa sœur et sa belle-sœur, comme ça il était sûr qu'il n'y avait pas de complicité possible. Et à un moment effectivement, je pointe un endroit sur la carte de toute la zone de 400 km par 400 km et on se rend dans la rue. Alors on avait l'hélico, on avait la télé qui suivait, la police qui arrêtait la circulation et tout. C'était la folie. C'était en 96, ouais, c'était la folie. Et me voilà me baladant au milieu de la rue avec un pendule d'une main et dans l'autre main, une des 2 témoins comme ça, par une technique qui est une variante entre cette technique traditionnelle des années 1870-80 et le mouvement de Clermont que j'ai après publié pour les thérapeutes dans les années 2000. Voilà. Donc, ce mouvement à la base existait, mais simplement pour conduire quelqu'un, ça s'arrête là. Et donc j'ai créé pour les thérapeutes et pour les consultants, parce que c'est difficile à utiliser en négociation, quoique quand on le maîtrise, on peut l'utiliser même en négociation, le mouvement de Clermont, qui est très proche de ça, puisqu'il m'a été demandé les autorisations pour le montrer. Et donc ce mouvement, effectivement, consiste à, par des gestes comme ça,
arriver en quelque sorte à rentrer dans le mental de l'individu en fonction de ses micros, ses macro-réactions. Et rien que le fait que je te le fasse là, tu sens comme c'est déstabilisant, on a un bras qui bloque, tu entends ma parole, qui est plus lourd que l'autre, ouais, tu m'entends parler, tu entends ma parole, un bras se bloque, et si je te pose des questions, les réactions seront totalement différentes. Donc, ce mouvement s'appelle le mouvement de Clermont, le P2C Move. Enfin, je te dis, je l'ai publié dans les années 2000. On l'a filmé c'est récent. Ben, je l'ai vraiment conçu dans les années 90. Et après, je l'ai publié officiellement dans les années 2000 parce que mes amis avaient envie que je leur donne toutes les explications. Puis c'était une manière de rassurer mon ego et de paterniser quelque part la création. Comme ça mettait mon nom dessus. En plus, c'est un peu comme ça que ça se passe dans ce milieu. Entre nous, on est assez copains, donc il n'y a pas de problème. Mais le monde est vaste. Donc à un moment, on aime bien paterniser nos techniques. Voilà. Puis ça faisait des années qu'on appelait déjà ça le P2C Move. Donc je l'ai publié en vidéo, avec une vidéo faite à l'arrache aux États-Unis, avec un fond vert, enfin bon, un truc. Vraiment, c'était à l'arrache. On a fait ça une soirée avant que je rentre en France. Avec, vous n'avez pas le temps, vous voyez. Ah ouais, voilà, on a tourné jusqu'à 4 h du matin. Ouais, non, mais c'était rigolo. Bon. Donc, ce P2C Move, là, il va l'employer de deux manières. Il l'emploie d'abord en faisant ce geste-là et en posant les questions, il va pouvoir sonder les réactions de l'autre personne. Est-ce qu'elle va empêcher d'aller à un endroit? Est-ce qu'elle est crispée? Est-ce qu'elle se laisse faire? En gros, si elle a vraiment quelque chose à cacher, malgré ce qu'il va lui dire, elle ne va pas se décontracter. Si elle a quelque chose à lui cacher, elle va réagir différemment, elle va se bloquer. Les élèves en formation de niveau 3 et de niveau 4 l'apprennent ce mouvement pour pouvoir consulter avec. Comme on l'apprend en formation de consultant en développement personnel, j'enseigne cette technique-là parce que c'est vraiment une ligne d'accès direct aux pensées de l'interlocuteur. C'est extraordinaire ce qu'on peut faire avec tout ça. Voilà. Et du coup, ça prend du temps à exercer Il faut s'exercer un peu, mais ça vaut le coup. C'est le moyen idéal, parce que la plupart du temps dans les formations, on essaye de faire venir les gens par des étapes, étape après étape. Ce n'est pas forcément la meilleure manière. Des fois, il y a des choses, il faut les faire travailler dès le départ en haut. C'est plus long, mais c'est plus dur. Mais quand l'élève l'a, il l'a. Et donc là, il a l'outil idéal dès le premier coup. Et donc ce mouvement, même des thérapeutes commencent à s'entraîner une semaine, 2 semaines, un mois, commencent à l'utiliser énormément dans leurs consultations. Et on peut l'utiliser aussi, quand on est très habile avec ce mouvement-là, carrément, on l'utilise en négociation. Quand, par exemple, je dis au revoir à une personne en lui serrant la main, que j'assure ici le contact, et je vais détourner l'attention, je vais lui donner une phrase. Et en fonction de la manière dont je vais lui donner cette phrase, je vais envoyer, donc il y a ça, il y a ça, il y a le mouvement, je vais tout de suite voir ces micro-réactions, donc c'est une variante. Et si je dis, par exemple, « Et Jimmy, pour le budget, on en reparle, si c'est bon. » Voilà. Voilà. Et je vais tout de suite savoir si c'est oui, si c'est non, si c'est souple, s'il y a une crispation. Donc on peut se servir d'une variante comme ça, de ce mouvement de Clermont. Mais ça demande une certaine maîtrise pour le faire en négociation, parce que lorsqu'on négocie avec quelqu'un un budget ou une vente, on ne peut pas lui dire « Vous me prenez les mains, monsieur le client, alors que pensez-vous de ma proposition commerciale ?» Voilà, on ne peut pas faire ça. Il va dire « C'est un fou. » Voilà. Donc on l'utilise surtout en thérapie et en consulting, surtout en coaching, thérapie, accompagnement, les deux. Voilà. C'est vraiment une ligne d'accès direct. Donc là, il utilise ce mouvement. Ce mouvement, il l'utilise aussi dans un autre extrait, qui était la saison 6, je crois, où il retrouve des armes cachées. Comme ça dans une discothèque, si ma mémoire est bonne. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il va travailler de deux manières. Il va travailler comme ça. Est-ce qu'elle me donne des informations ou pas? Est-ce qu'elle cache quelque chose ou pas? Et l'autre, qui n'a qu'une idée, pourvu qu'elle ne le dirige pas vers là, donc il va un peu vers la droite, il va un peu vers la gauche, il recule, il avance et il voit quelque part, puisqu'elle ne donne finalement aucune information, il voit bien qu'elle ne bloque ou ne donne aucune information. Il voit où l'autre commence à se crisper parce qu'on est dans la bonne direction, du genre c'est chaud, c'est froid. C'est un petit peu un jeu, tu brûles, tu te refroidis, mais il va voir au stress de l'autre. Il va voir ça à son stress. Et donc, il guide, il va vers là, il voit qu'elle ne lui donne aucune information, mais lui, il lui en donne. Et donc, il la regarde, et dans la vision périphérique, parce qu'on voit très bien dans la vision périphérique, beaucoup mieux les réactions. Parce que l'œil se centre sur moins de détails, de profondeur, et donc les réactions globales du corps qui commencent à être pas mal importantes pour lui, parce que là, il commence un petit peu à criser, parce qu'il voit que vraiment, ça commence à se rapprocher sacrément, tout en étant un peu rassuré, parce qu'il a l'impression qu'on va mettre la faute sur la femme.
eh ben, il a une double réaction. Et donc, il le guide totalement du regard. Et donc, c'était ce moment où il devait faire attention à deux personnes. Et comment il fait attention à deux personnes à la fois? Tout simplement en se concentrant kinesthésiquement, donc dans le toucher, sur la femme, et avec le regard périphérique sur l'homme. Concernant la vision périphérique, est-ce que tu aurais un petit exercice à donner aux personnes qui nous regardent actuellement? Parce que j'imagine que c'est quand même quelque chose qui se travaille, d'avoir un champ de vision élargi. On ne fait pas souvent attention parfois à tout ce qu'on a dans notre champ de vision. Oui, bien sûr, c'est extrêmement simple. Le problème de la vision périphérique, c'est que notre esprit, surtout pour les hommes, donc le sexe masculin, est habitué et conditionné à voir vraiment ici, voir le point fovéal et ne pas vraiment voir la vision périphérique. Parce que on pourrait dire que dans la vision périphérique, on voit tout ce qu'on ne voit pas dans la vision fovéale. C'est une vision qui est limitée et le cerveau va limiter juste aux éléments que je veux voir. C'est une vision de concentration. Et la concentration, par définition, c'est ne voir que ce qu'on cherche à voir avec beaucoup de précision, concentrer, focaliser mon rayon et le limiter pour pouvoir me concentrer sur ce que je vois. Or, ça a un avantage si on veut faire quelque chose de très précis, mais ça a le désavantage de nous amener à ne voir que ce que l'on veut voir ou ce que l'on croit. Du coup, la vision périphérique, elle est faite chez l'humain comme chez l'animal pour voir tout ce qui rentrerait dans ce champ et qui ferait irruption. Et donc, c'est une vision qui n'est pas limitée par le cerveau, qui au contraire est une vision qui nous permet de tout voir, alors qu'on nous interdit, on s'est programmé pour s'interdire de voir tout ce qui pourrait être différent, les auras, tout ce qui sort de notre croyance, on ne le verra pas en vision directe. On doit le voir en vision périphérique. C'est pour ça que souvent, par exemple, dans la rue, on se promène et on voit une ombre, on sent des choses, on tourne l'œil et on ne voit plus rien. C'est parce qu'on a perçu d'autres choses, d'autres plans, d'autres présences. Mais la vision fovéale, qui est concentrée et qui est faite pour vraiment voir avec précision, et ne voir que nos croyances, ne nous permet plus de voir. Donc, la seule manière de travailler sur la vision périphérique, c'est d'abord d'en prendre conscience et se dire que je vais m'amuser à regarder la caméra et essayer avec mon cerveau d'emmagasiner tout ce qu'il y a autour. D'ailleurs, les femmes sont beaucoup plus douées que ça, que nous. Les femmes travaillent beaucoup avec la vision périphérique. C'est des histoires de spécialisation cérébrale qui datent du néolithique. Donc ça date de très longtemps. Et c'est pour ça, petite anecdote que je ne pourrais pas ne pas raconter, que nous les mecs, on s'est toujours fait attraper en train de mater une autre nana qui passait, juste sous prétexte qu'elle avait une intelligence et des arguments qui nous plaisaient, qui demandaient à être regardés. Et bien évidemment, alors qu'on est à côté de notre copine, on ne peut pas s'empêcher de faire ça. Parce que nous, on ne voit qu'avec notre vision fovéale. Et donc, non seulement on se fait taper dessus, non seulement on se fait engueuler, on s'en prend une même et on prend très cher. Voilà. Alors que les femmes, elles sont pires que nous. Elles n'arrêtent pas de mater tout ce qui passe, mais elles le font avec la vision périphérique. Et je sais que les femmes en formation détestent que je révèle ce secret. Elles matent 10 fois plus que nous. Sachez-le les mecs, ne culpabilisez plus. Elles matent beaucoup plus que nous. Mais elles le font avec leur vision périphérique. Elles n'ont pas besoin de déplacer leur centre de focalisation. Alors que nous, pauvres diables que nous sommes, eh ben on est obligé de faire ça. Donc nous sommes en vérité à plaindre par rapport à ça. Et la prochaine fois que votre copine vous dit « Arrête de mater cette nana », vous lui direz « Je t'ai vu dans ta vision périphérique, tu en as maté 5 ». Et là, elle saura que vous avez raison et que vous savez. Elle peut en mater beaucoup plus que nous. Et oui, tout à fait, en plus. Il faut rappeler quand même que Patrick Jane n'illustre que 2 axes du mentalisme, qu'on soit bien d'accord. Il illustre l'axe de la détection, le cognitif, la mémorisation. D'ailleurs, il va faire des expériences de mémorisation de cartes, la manière de travailler sa communication, de déduire, et il illustre l'hyper-observation, qui ne sont que 2 des axes. Il y a 2 axes supplémentaires qui sont l'extrasensoriel, donc tout ce qui est communication mentale, c'est-à-dire télépathie, influence, anticipation, intuition, charisme, et il n'illustre pas non plus l'aspect multidimensionnel, donc contact avec des énergies rémanentes. Et d'ailleurs, dans une des saisons, il est en contact avec une voyante qui le trouble beaucoup parce que cette voyante, elle arrive pour de bon à communiquer avec des formes d'énergie. Et ça le trouble énormément. Voilà. C'est très bien. Au moins, les gens pourront se dire sur quel axe ils s'appuient et tout à fait. Les axes qui ne sont pas exploités. Voilà, dans pour des raisons de script aussi, quelque part. Oui. Voilà.
que ça passe mieux à la télé. Oui, oui, voilà, mais il fallait pas mélanger, sinon le personnage, il avait tout, quoi. Il serait trop parfait. Eh oui, ça tout à fait. accrocherait pas. Ça serait un vrai mentaliste. C'est vraiment parfait. Hein. Non, 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 non. Il reste encore. J'ai remarqué que mon petit orteil n'était pas. J'ai 3 choses à te demander, Pascal. Et la première, c'est comment les gens peuvent te suivre sur Internet ou autre. Alors, ben c'est très simple. Vous pouvez aller soit sur la chaîne YouTube Formation Trait d'Union Mentaliste. Ah, vous tapez Pascal de Clermont Mentalisme Formation, vous aurez la chaîne YouTube. On mettra le lien. Justement. Voilà. Vous avez le Facebook de la formation. Vous avez le Facebook officiel Pascal de Clermont. Ça, c'est l'aspect réseaux sociaux. Vous avez l'Instagram aussi. Alors, il faut savoir un truc. Hein, je ne suis pas un fan des réseaux sociaux. Je ne suis pas un fou furieux. Donc, on met des infos, mais je ne posterai pas mon plat de spaghettis du midi parce que ça ne regarde que moi. Oui, Voilà, qu'on si soit bien tu d'accord. tapes un bon plat de spaghettis, Voilà. c'est ton problème. Voilà. Tout à fait. Mais voilà, vous n'allez pas trouver ma vie tous les jours. Hein. Puis d'ailleurs, c'est tant mieux. Parce que je ne vois pas ce qu'on en aurait à en faire. Que tu fais le Voilà, ménage ou des trucs voilà, comme ça, tout à fait. Pas rentrer dans les détails. Donc, le ménage, c'est quoi? Je sais pas. Toi, Je bosse un truc bizarre, je connais pas ça. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? Donc, deuxième chose, les formations. Les formations, c'est très simple. Vous allez sur le site www.formationmentaliste.fr et vous avez toute la liste des formations de niveau 1, de niveau 2, de niveau 3, de niveau 4, etc. etc. Donc, c'est déjà une bonne manière. Et vous avez les livres, si vous avez envie, pour commencer à vous y mettre. Parce qu'on pouvait très bien commencer à faire du mentalisme naturellement, avec des vrais livres de mentalisme, c'est-à-dire des vrais livres de technique, pas des amusettes, qui sont très bien pour se divertir, mais il y a une différence entre quand on veut se divertir et quand on veut avancer, travailler réellement. Donc je n'ai écrit effectivement 8, donc vous allez en trouver largement, dont un chez Hachette cette année et un chez Le Duc quasiment cette année en décembre aussi. Donc voilà, c'est les deux actuels, ceux-là, vous aurez facilement. Quel livre tu conseilles d'acheter dans tes livres? Alors, ça dépend ce qu'on veut. Si vous voulez avoir une idée de ce qu'est la vie du mentaliste, biographie, autobiographie, plus exactement. Ouais, j'ai fait une autobiographie. Mon éditeur m'a dit, vous faire une autobiographie. J'ai dit, mais je suis pas mort. Il m'a dit, c'est pas grave. Voilà, on en fera une après. Il m'a dit, ça encourage. Ouais, voilà, on la mettra à jour. Voilà, voilà, c'est encourageant. Voilà. Il y a le livre Mentaliste qui est sorti en 2010. Après, si c'est purement pour apprendre la méditation, la respiration, la gestion des énergies internes, le sommeil, tout ce qui est le socle, vraiment, qu'on devrait tous avoir. Donc ça, c'est le socle de base. Le socle de base. Vous avez devenez la meilleure version de vous-même, qui est paru en 2014 avec une version augmentée en 2015. Et pour après apprendre les techniques, vous avez Et si vous deveniez mentaliste, qui est de chez Hachette, qui est en niveau 1, et vous avez Révéler le mentaliste qui est en vous, qui est plus complet, qui est le niveau 1,5 et 2, qui est de chez Le Duc, qui est sorti aussi en novembre. Voilà, c'est vraiment les socles. Et ensuite, vous en avez un qui est très intéressant sur les enfants et les capacités innées des enfants qui justement sont écrasés par l'école, sont écrasés par les parents pour en faire des bons petits consommateurs bien sages et bien dociles. Des bons petits soldats, quoi. Voilà, des bons consommateurs qui vont apporter de la TVA, qui vont apporter des charges sociales, des impôts, et à qui on ne veut surtout pas donner de capacité, et qui les ont pourtant. Ce livre s'appelle « Vos enfants sont hypermentalistes, mais vous ne le savez pas ». C'est aussi bien pour les parents qui veulent conserver ces capacités chez leurs enfants, qui veulent découvrir leurs enfants qui n'ont pas forcément des bons résultats dans le milieu scolaire parce que ce milieu n'est pas adapté, savoir si leurs enfants n'auraient pas des capacités hypermentalistes, de haut potentiel mental, et peut-être aussi pour retrouver cet enfant qui était en vous et qui a justement été brimé. Et souvent en formation, je vois des gens qui viennent avec des capacités brimées de leur enfance et qu'ils apprennent à redécouvrir et remettre à jour. Et ça, c'est vos enfants sont hypermentalistes, mais vous ne le savez pas. C'est-à-dire chez une personne, on peut partir de son enfance et débloquer pas mal de... Et débloquer des choses qui étaient là et qui ont été bloquées. Un petit peu comme si, finalement, à la naissance, on avait un terrain avec plein de joyaux, plein de trésors qu'on peut ramasser. Et plus on passe les années, plus on met de la terre dessus. Ce qui veut dire qu'arrivé à 30 ans, ou 40 ans, ou 50 ans, quand on s'en est pas servi, eh ben, il va falloir creuser toujours profond, plus profond, pour aller rechercher ces joyaux. Ils sont toujours là. Et ça, beaucoup de gens viennent le faire en formation, par exemple. Et déjà, c'est pas mal. Et vous avez toute la série des CD qui vous permettent d'atteindre des états de conscience, mais ça, c'est un petit peu plus réservé, je dirais, pas qu'aux élèves, mais à ceux qui travaillent déjà bien dans ce domaine. Il faut déjà avoir un certain... Oui, voilà. C'est plus autre chose. Très bien. Et troisième chose que je voulais te demander... Et la deuxième? La deuxième, c'était les livres. D'accord. Okay. C'est une question de télépathie, ça arrive. Voilà. Donc la troisième chose, c'est est-ce que tu aurais un dernier message à faire passer, à partager auprès des personnes sur le mentalisme? Oui.
Oui, le mentalisme, c'est la discipline holistique, c'est la science du mental, c'est le creuset du développement personnel en Occident. Il faut se rappeler qu'on arrive dans les années 1500, le développement personnel n'existe pas. C'est-à-dire qu'il y a des connaissances ésotériques cachées, mais dès qu'on les obtient, on est cramé, on est brûlé, on est carbonisé, on est taxé de sorcier, on est torturé pour avouer. Voilà. On est à 1500, 1500, 1600. De 1600 à 1700, il y a eu une grande montée de la science mécaniste. Cette science, elle amène à disséquer, à voir que quand on tire sur un tendon, ça bouge les doigts, mais elle ne connaît pas les capacités du mental. Donc l'être humain à cette époque-là est coincé entre la religion qui est le in spiritu et de l'autre côté le in corpus de la science. Et dès que la science ne comprend pas quelque chose, elle le balance maléfique, elle le balance à l'église qui le balance maléfique immédiatement, qui le caractérise comme maléfique. Du coup, le développement personnel ne pouvait pas exister. Donc, à partir de 1700, il y a des écoles de pensée qui arrivent et qui disent qu'il existe un espace entre la science, ce qu'elle explique, et l'Église, qui est le rapport avec le divin. C'est les capacités de l'homme qu'il a dans son mentis, son mental, qui veut dire logique, raisonnement, intelligence, mentis, qui est la racine du XIVe siècle. Et donc, ce in mentis devient mentalisme. Et ce mentalisme, c'est le développement holistique de l'individu. C'est vraiment le creuset. Et c'est à partir de là que se sont développés l'hypnose, le magnétisme. Ça existait avant. Mais on cramait les gens. On ne le pratiquait que très peu. On ne l'enseignait pas. À partir de là, ça a commencé à avoir ses lettres de noblesse. Mais tout ça, ce n'est pas fait pour rien. Ce n'est pas juste pour épater sa voisine. C'est pas juste pour faire pour essayer de séduire en boîte. C'est pas juste pour se faire un peu plus de thunes. C'est pour améliorer sa vie grandement, améliorer la vie des autres autour de soi. Et ça veut dire comprendre qu'on fait partie d'un tout holistique, d'un tout énorme qui comprend toi, moi, vous qui regardez, qu'on est tous unis et qu'on a aussi la nature, qu'on a les animaux, que tout fait partie d'un tout. Et quand on commence à se brancher sur les énergies mentales, on comprend que les animaux communiquent avec nous, que les plantes communiquent même si la conscience n'est pas la même. Et que le mentalisme, c'est une science qui est là, même si elle est détournée, parasitée pour faire du divertissement, ce qui au final n'est pas d'une gravité énorme. Mais à la base, le mentalisme, c'est fait pour amener l'humain à évoluer au-delà du mental, dans les plans de l'essentialité. Et pourquoi faire? Pour essayer de sauver sa misérable peau. Parce qu'on a massacré toute la planète, on est en train de se massacrer nous-mêmes, sans comprendre qu'on fait partie d'un tout, juste pour amasser un peu plus de thunes, mais cette thune, à quoi elle servira quand la planète va péter, quand l'eau sera imbuvable, quand l'air sera irrespirable? On est un tout, et chaque fois qu'on fait du mal à côté, ou qu'on surproduit, qu'on surconsomme, qu'on tue tout ce qu'il y a, on se massacre nous-mêmes. Le mentalisme, c'est là pour faire prendre conscience aux gens qu'ils sont bien plus que des petits éléments qui flottent dans l'espace. Ils font partie d'un tout. Et ce tout va se développer élément par élément. Et le mentalisme est une brique pour ça. Une brique pour l'édifice de la personnalité, l'édifice du monde. C'est pour ça que le mentalisme, pour moi, est extrêmement important, non pas pour s'amuser, on peut s'amuser un peu avec, mais surtout pour comprendre profondément ce qu'on est et qu'on est un tout et que ce tout doit être absolument sauvegardé parce qu'il est vraiment le temps de faire, on n'a plus beaucoup de temps et ça devient urgent. Et c'est une prédiction de mentalisme. Et il y a un autre point aussi qui est très important par rapport au mentalisme, c'est qu'aujourd'hui on est dans une espèce de tyrannie du développement de l'individu, où tout le monde doit soi-disant être au top, on veut faire croire que tout le monde a toutes les capacités, toutes les possibilités. C'est faux. Quand tu fais 1m60, tu auras plus de succès en tant que jockey qu'en tant que basketteur. C'est très clair. On a tous des capacités différentes. On peut les optimaliser. On peut travailler dessus, mais ce qui va compter aussi, surtout, c'est d'avoir une vraie recherche interne de soi-même. C'est être en accord avec tout ce qui est autour de nous, en accord avec la nature. On est bien mieux en accord avec la nature que dans la matérialité pure. Et se dépassez-vous, c'est trop gagner de l'argent, écraser les autres. C'est pas en accord. Voilà, tout à fait. Il faut trouver son juste entre le in spiritu total et le matérialisme total. D'accord. Et ça, la voie du mentalisme est une voie du milieu intéressante pour ça. Je te remercie beaucoup Pascal d'être venu sur la chaîne Attitude Alpha, c'était vraiment un grand plaisir. C'est un plaisir pour moi et puis j'espère aussi pour les auditeurs, téléspectateurs, abonnés. J'espère que vous avez une vision plus éclairée du mentalisme et que ça vous donnera envie de vous y intéresser. Alors bien sûr, très important, travaillez vraiment votre socle de base comme on en a parlé, Ouais. sur votre version, sur la meilleure version de vous-même, c'est très très important.
Donc je te remercie beaucoup et j'espère qu'on pourra faire de prochaines Ouais, collaborations on va en ensemble. trouver encore des trucs à commenter. Oui, il y a de Il y quoi en a. faire, je pense. Il y a de quoi faire. Et donc, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne soirée. Et je vous dis à très bientôt. Et portez-vous bien parce que ce n'est pas les autres qui vont vous porter.